À son mariage, mon fils a publiquement avoué « J'ai toujours détesté notre nom de famille. J'ai honte d'être son fils. » Tout le monde a ri alors qu'il faisait honte à notre famille. Mais il ne savait pas que ce nom venait de millionnaires. Cette même semaine, j'ai hérité de 10 millions d'euros. Mon fils a levé son verre devant 200 personnes et a dit qu'il détestait mon nom de famille. La salle a éclaté de rire pendant que je comptais silencieusement chaque syllabe de sa honte. Le pire n'était pas l'humiliation. C'était de découvrir à quel point ils appréciaient de la voir ce soir-là. Alors qu'ils applaudissaient sa blague, j'ai décidé que je ne serais plus jamais l'homme sur qui ils pensaient pouvoir marcher. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche de notification car nous avons de nouvelles histoires chaque jour. Laissez votre like et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Je m'appelle Robert Miller. J'ai 65 ans et jusqu'à ce samedi 22 juin 2024, je pensais comprendre le poids d'un nom que j'avais porté avec fierté, même s'il était cousu à la pauvreté. Je suis charpentier depuis l'âge de 18 ans. Un homme qui mesure le monde avec le même mètre qu'il utilise pour le bois, qui fait confiance au niveau d'une équerre et à la droiture d'une conscience qui ne plie pas, même si le bois se fend. C'est peut-être pour ça que, lorsque mon fils Adam Miller a levé son verre dans la salle de bal du Grand Hôtel et a dit avec un sourire narquois que beaucoup ont pris pour de l'esprit, j'ai toujours détesté porter ce nom de famille, je n'ai pas perdu mon sang-froid. Pas même lorsque la blague a été accueillie par un rire collectif qui a résonné sur les lustres en cristal comme des cailloux invisibles. Parce qu'au lieu de réagir avec colère, j'ai fait ce que je fais de mieux. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai compté jusqu'à 10, et j'ai laissé ma mémoire archiver chaque détail pour pouvoir comprendre plus tard comment répondre exactement. La cérémonie avait eu lieu à 17 h à l'église Saint-Laurent, lumineuse et solennelle. J'avais serré dans mes mains une carte funéraire pliée portant le nom de Linda Scott, ma femme, la mère d'Adam, décédée en mars 2023. Je la garde dans ma poche depuis l'enterrement, comme un talisman cousu. J'ai pensé à elle lorsque le maître de cérémonie a tendu le micro à mon fils. Linda aurait souri avec ses yeux sombres qui se plissaient quand elle riait. Elle aurait posé sa main sur mon avant-bras si elle avait senti le naufrage qui s'annonçait. Elle aurait su lire cette ombre de nervosité au coin des lèvres d'Adam, ce geste hérité de moi, qui le trahit quand il est sur le point de dire quelque chose qu'il ne pourra pas assumer plus tard. J'ai pensé à la façon dont nous l'avions élevé, entre les doubles journées de travail et les cahiers remplis de devoirs dans le vieux quartier, quand chaque euro était compté à voix basse, et que le réfrigérateur sifflait la nuit parce que son moteur était défaillant. Je me suis demandé à quel moment la boussole s'était déréglée. Dans quel couloir de son cabinet de conseil a-t-il commencé à croire que le nom Miller était une pierre dans sa chaussure? Adam a parlé d'amour, de la chance d'avoir trouvé Chloé Sullivan, de la patience qu'elle avait montrée face à ses journées de travail interminables. Puis, alors que la salle se laissait bercer par une émotion facile, il a lancé la phrase comme une fléchette enveloppée dans du papier cadeau. J'ai toujours détesté porter ce nom de famille, j'en avais honte à l'université, et il me pèse chaque fois que je le signe. Aujourd'hui, en me mariant, j'ai l'impression de pouvoir enfin le laisser derrière moi. C'est alors que j'ai entendu les rires provenant d'une table au fond, ceux de ses collègues de New York, reconnaissables à leurs costumes brillants. J'ai vu les doigts de Chloé se resserrer sur son bouquet. Elle n'a pas ri, mais elle n'est pas intervenue non plus. Certains parents de Linda se sont tournés vers cette table, confus. Une de mes tantes a mis la main sur sa poitrine, et une autre a commencé à couper le flan qui avait été servi trop tôt, comme si le dessert pouvait absorber l'amertume. Je ne me suis pas levé. Je n'ai pas fait de scène. J'ai simplement posé le bout de mes doigts sur la nappe. J'ai aligné le couteau avec la serviette et j'ai pris note du silence de ceux qui savaient qui avait payé pour chacun des cahiers d'Adam, chaque trajet en bus pour l'école, chaque paire de chaussures lors de ses poussées de croissance. Mon métier m'a appris que l'impulsion est une mauvaise conseillère, et que les poutres qui ne sont pas traitées avec patience finissent par céder. Au milieu du bruit, j'ai remarqué de petits détails. Le photographe se concentrait plus sur la table des amis de New York que sur la famille. La grand-mère de Chloé a corrigé un petit enfant qui a dit « c'est drôle ». Mon voisin d'atelier, Larry Parrish, m'a serré l'épaule en passant. Un contact léger qui disait « je suis là », sans mots. Et je me suis souvenu de Mars, des papiers que j'ai signés lorsque j'ai remboursé la dernière dette de l'atelier de la rue Ferry, et du carnet où j'inscris chaque commande. Là, sur une page d'avril, il y a une entrée, Adam téléphone, dit que son cabinet demande d'où vient ce nom de famille. Changer de sujet. J'avais déjà vu la fissure, mais je n'avais pas imaginé l'effondrement. Quand le toast s'est terminé,
un cousin s'est approché avec un sourire en plastique. Ne le prends pas comme ça, mon oncle. Ce sont juste des blagues de jeunes. Je lui ai répondu avec une phrase que mon père répétait quand l'humiliation se déguisait en humour. Les blagues qui blessent ne sont que des vérités lâches. J'ai cherché Adam du regard. Il était entouré d'amis, ne faisant pas attention à moi, comme si j'étais un invité sans nom de plus. À 22h30, je suis sorti sur la terrasse pour respirer. Chicago sentait les fleurs de fin de printemps. J'ai allumé mon téléphone et vérifié mes messages. 2 clients demandant des étagères. Mon beau-frère envoyant un emoji cœur pour la photo du toast. Une notification de la banque. J'ai rangé le téléphone et sorti la carte funéraire de Linda. Je lui ai parlé à voix basse. Tu l'as entendu, n'est-ce pas? Notre nom lui pèse. Je ne demandais pas de réconfort. Je m'offrais un but, protéger ce que nous sommes. Je suis retourné dans la salle de bal quand ils ont annoncé le gâteau. Quelqu'un m'a demandé de dire quelques mots. J'en ai dit très peu. Félicitations, les enfants. Que la vie vous apprenne à honorer qui vous êtes. Il y a eu un murmure mal à l'aise. J'ai pris un minuscule morceau de gâteau. J'ai savouré le sucre comme quelqu'un qui mémorise un détail de plus, et je me suis assis à côté de la chaise vide que Linda aurait occupée. À minuit, je suis rentré chez moi seul, marchant dans la rue Trajan, portant une boîte de dragées, la carte avec les noms mal orthographiés, des serviettes brodées, une photo des nouveaux mariés. La ville silencieuse me laissait entendre mes pas, et le murmure de mes idées, qui n'étaient pas de vengeance, mais de soin. Une leçon que j'ai apprise en ponçant des portes. Si vous poussez trop fort, vous éclatez le bois. Si vous passez lentement, vous sauvez la couleur. À la maison, j'ai ouvert le carnet à couverture verte et j'ai écrit la date. J'ai laissé 3 lignes blanches. Parce que certaines blessures ont besoin d'air. Et puis j'ai écrit, notez chaque geste à partir d'aujourd'hui. Ne pas expliquer. Ne pas justifier. Attendre. J'ai placé la carte de Linda comme marque-page et je suis descendu à l'atelier, parce que l'odeur du bois me ramène à moi-même. Sur l'établi reposait une commande pour une école, une bibliothèque pour leur salle de lecture. J'ai passé la main sur le bord et j'ai pensé que c'était l'héritage que je comprenais. Des choses utiles, solides, faites avec patience. Une émission de fin de soirée passait à la radio. Un auditeur parlait de la façon dont les noms de famille racontent des histoires que nous ne connaissons parfois pas. J'ai souri sans humour. En affûtant mon ciseau, j'ai revu des scènes passées avec Adam. Le jour où je lui ai acheté un costume pour son premier entretien. La nuit où il m'a demandé de ne pas venir à un dîner avec des cadres. La fois où il a corrigé ma prononciation devant ses amis. Je me suis aussi souvenu de sa générosité précoce, quand il partageait ses sandwichs à l'école. Rien ne disparaît jamais complètement chez un enfant. Ça change juste de place. À 1h15, j'ai fermé l'atelier. J'ai préparé une camomille et j'ai ouvert une boîte où je garde des documents. Parmi les photographies, il y avait une lettre de mon père datée de 1979. Robert, la fierté qui te pèse est celle qui méprise les autres. La fierté qui te tient le dos droit, elle, ne pèse jamais rien. La vie, comme le bois, rend le traitement qu'on lui donne. Les jours suivants se sont déroulés dans un calme étrange qui me rappelait le silence avant un orage d'été. Adam n'a pas appelé le dimanche, comme je l'avais prévu, ni le lundi. Son silence confirmait ce que je soupçonnais déjà, il considérait l'épisode du mariage comme terminé, une mauvaise blague que le temps effacerait sans qu'aucune explication ne soit nécessaire. Je connaissais cette stratégie depuis son adolescence. Quand il cassait quelque chose ou rentrait tard, il attendait que la routine familiale absorbe l'incident jusqu'à ce qu'il devienne invisible. Pendant des années, cela a fonctionné parce que Linda intercédait avec cette diplomatie maternelle qui adoucit les angles entre père et fils. Maintenant, sans sa présence médiatrice, le vide était plus évident. Mardi, alors que je vernissais une table ronde pour un couple de personnes âgées du vieux quartier, j'ai entendu la voix de mon voisin, Thomas Warner, un postier à la retraite, derrière moi. « Robert, as-tu vu les nouvelles du mariage sur Instagram ?» J'ai posé le pinceau et je me suis retourné. Thomas tenait son téléphone avec une expression gênée, me montrant une photographie d'Adam et Chloé en train de trinquer. Un des commentaires, signé par un certain Michael Harris, disait « Enfin, libéré du nom de famille du charpentier. Maintenant, tu as l'air important. » Je me suis essuyé les mains sur mon tablier et je lui ai rendu le téléphone.
Merci de me l'avoir dit, Thomas. Certaines choses sont bonnes à savoir. Il a hoché la tête avec la gravité de quelqu'un qui comprend que certaines douleurs n'ont pas besoin de mots. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon profil de réseau social pour la première fois, pratiquement abandonné depuis la mort de Linda. La dernière photographie datait de février, elle souriait dans la cuisine, préparant des lentilles avec son tablier bleu du dimanche. Les commentaires de condoléances étaient toujours là, certains récents de personnes qui venaient de l'apprendre. J'ai navigué jusqu'au profil d'Adam avec la curiosité froide de quelqu'un qui examine un document technique. Sa biographie avait changé. Là où il était écrit, Adam Miller, consultant financier, il y avait maintenant, Adam Monsieur Scott, analyste principal. La transformation était subtile mais délibérée. Il avait relégué mon nom de famille à une initiale et promu celui de sa mère au rang de nom principal. J'ai vérifié ses publications de lune de miel à Santorin. Dans toutes, il était identifié comme Adam Scott, sans aucune trace du nom qu'il trouvait si gênant à porter. Je n'ai pas ressenti de colère. J'ai ressenti quelque chose de plus complexe. La tristesse d'un artisan qui regarde quelqu'un mépriser une pièce dans laquelle il a investi des décennies de travail. Parce qu'élever un enfant, c'est juste ça, un travail de précision où chaque geste cisèle le résultat final. Je me suis souvenu des après-midi d'hiver où Adam, à 8 ou 9 ans, s'asseyait à côté de mon établi et me demandait pourquoi le bois avait des veines différentes. Chaque arbre pousse en fonction des tempêtes qu'il affronte, lui expliquais-je. Les marques ne sont pas des défauts. C'est l'histoire de sa survie. Maintenant, 25 ans plus tard, il avait honte des veines qui avaient façonné son caractère. Mercredi, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Chloé, la voix tendue. Robert, j'ai besoin de vous parler. C'est important. Nous nous sommes retrouvés cet après-midi-là dans un café tranquille du centre-ville. Elle est arrivée l'air inquiet, habillée plus simplement qu'à la cérémonie. Elle s'est excusée de ne pas avoir pris contact depuis le mariage, expliquant qu'Adam avait préféré éviter toute communication avec Chicago pendant qu'il s'adaptait à la vie à New York. Ce qu'elle m'a raconté a confirmé mes pires soupçons sur l'évolution du caractère de mon fils. Adam avait intensifié son obsession d'effacer les traces de son origine familiale, allant même jusqu'à inventer de fausses histoires sur son passé lorsqu'il interagissait avec des collègues importants. Il leur dit que son père était un ingénieur industriel à la retraite, qu'il a grandi dans un quartier résidentiel de Chicago, a révélé Chloé, visiblement mal à l'aise. Je lui ai demandé plusieurs fois d'arrêter ses mensonges, mais il dit que ce sont des ajustements narratifs nécessaires au réseautage professionnel. La froideur de cette expression m'a glacé le sang. Mon fils avait transformé le déni de mon existence en stratégie de marketing personnel. Mais il y a quelque chose de plus grave, a poursuivi Chloé. La semaine dernière, nous sommes allés à un dîner avec des cadres. L'un d'eux a mentionné qu'il avait vécu à Chicago et connaissait bien la ville. Il a commencé à poser à Adam des questions détaillées sur les quartiers, les écoles, des endroits spécifiques. Adam est devenu très nerveux et a inventé des réponses qui ne collaient pas. Le cadre a remarqué les incohérences mais n'a rien dit sur le moment. Cette situation avait créé une tension dans leur mariage, car Chloé craignait que les mensonges ne finissent par nuire à la carrière d'Adam. Pendant plus d'une heure, Chloé a avoué qu'elle se sentait prise au piège entre la loyauté envers son mari et le malaise que lui causaient ses stratégies d'ascension sociale. Je ne l'ai pas épousé pour son origine familiale, mais pour ce qu'il était quand je l'ai rencontré à Chicago. Maintenant, il semble être une autre personne, obsédé par l'idée d'impressionner des gens qui n'en valent peut-être pas la peine. Elle m'a dit qu'Adam avait commenté en privé qu'il se sentait piégé entre deux mondes, son enfance modeste et ses aspirations professionnelles. Il dit que son cabinet a des collègues qui viennent de familles avec des traditions commerciales, que lorsqu'ils parlent de leur père, ils mentionnent des diplômes universitaires, des voyages, des investissements. Il se sent inférieur. Le mot a résonné dans l'atelier comme un coup de marteau mal placé. Mon fils se sentait inférieur d'être mon fils. J'ai expliqué à Chloé que je n'avais aucun ressentiment envers Adam, mais que je ne pouvais pas non plus prétendre que ces mots ne m'avaient pas profondément blessé. Un nom de famille n'est pas juste une étiquette. C'est une responsabilité. Il représente ceux qui sont venus avant et engage ceux qui viendront après. S'il le considère comme un fardeau, il est peut-être temps qu'il apprenne à vivre sans. Chloé m'a regardé avec une expression inquiète. Que voulez-vous dire ? Je n'ai pas répondu directement. À la place, je lui ai raconté l'histoire d'un client qui m'avait commandé la restauration d'une table du XVIIIe siècle. Elle était pourrie, la peinture écaillée, apparemment inutile.
J'ai travaillé pendant 3 mois pour lui rendre sa dignité. Quand je l'ai livrée, elle brillait comme neuve. 2 semaines plus tard, le client l'a vendue parce qu'il a décidé qu'elle ne correspondait pas à son nouveau décor. Chloé a compris la métaphore. Et qu'avez-vous fait? J'ai appris à être plus sélectif quant à qui je donne mon travail. Après son départ, j'ai ouvert le carnet à couverture verte et j'ai écrit un résumé de la conversation. Sa visite confirmait mes soupçons. Adam n'avait pas agi sur une impulsion au mariage. Il planifiait cette séparation symbolique de son origine depuis un certain temps. Je comprenais son dilemme, mais je ne le justifiais pas. Il y a des manières dignes de gravir l'échelle sociale sans faire exploser les fondations qui vous ont soutenu. Cette nuit-là, avant de me coucher, j'ai sorti d'un tiroir une enveloppe arrivée par la poste 2 jours plus tôt. Elle venait de Boston, d'un cabinet d'avocats. Je ne l'avais pas encore ouverte car quelque chose en moi me disait que son contenu changerait le cours de cette histoire familiale qui ne faisait que commencer à s'écrire. Jeudi, j'ai décidé d'ouvrir l'enveloppe de Boston. À l'intérieur se trouvait une lettre officielle du cabinet d'avocats Imné et Associés, signée par un certain Thomas Imné. Le contenu m'a laissé immobile pendant plusieurs minutes. Selon le document, j'étais le seul héritier légitime de M. Arthur Miller, décédé le 3 mai 2024 à Boston sans descendant direct. La succession comprenait des biens immobiliers, des investissements financiers et des parts d'entreprise évaluées à environ 10 millions d'euros. L'héritage était conditionné uniquement à la preuve de mon identité et de ma parenté avec le défunt, documentation que le cabinet s'engageait à gérer si j'exprimais mon intérêt à le réclamer. J'ai relu la lettre 3 fois pour m'assurer que je n'avais pas mal compris. Arthur Miller était le frère aîné de mon grand-père paternel, qui avait immigré dans le Massachusetts dans les années 1950 pour travailler dans la construction. Il avait fondé une société immobilière qui a prospéré pendant le boom touristique de Cape Cod, et il est mort célibataire sans enfant connu. Les avocats avaient mis des mois à localiser des héritiers légitimes portant le nom de Miller. J'étais le seul candidat qui remplissait les conditions légales établies dans le testament. L'ironie était si parfaite qu'elle en était presque cruelle. Au moment même où mon fils reniait publiquement notre nom de famille, le destin me révélait que ce nom portait une fortune familiale dont il n'avait jamais eu connaissance. J'ai mis la lettre dans le tiroir du bureau avec d'autres documents importants et je suis retourné au travail. Je devais finir les armoires de Larry avant le week-end, et me concentrer sur des tâches concrètes m'aidait à traiter des informations complexes. En rabotant les portes, j'ai réfléchi aux implications de l'héritage. Ce n'était pas seulement l'argent qui me frappait, mais la confirmation que mon nom de famille avait des racines plus profondes que je ne l'avais imaginé. Arthur avait bâti un empire commercial, créé des emplois, contribué au développement de la région du Massachusetts. Son héritage prouvait que les Miller pouvaient être aussi prospères que n'importe quelle autre famille. Cette nuit-là, j'ai appelé le cabinet de Boston et j'ai pris un rendez-vous téléphonique avec Thomas Imné pour le vendredi suivant. Je voulais comprendre tous les détails juridiques avant de prendre une décision. Je n'allais pas me précipiter, tout comme je ne m'étais pas précipité pour répondre à l'humiliation du mariage. Les grandes décisions nécessitent du temps pour décanter. Ce qui était clair, cependant, c'est que cette révélation changeait complètement la perspective de ma relation avec Adam. Il avait rejeté un nom de famille, croyant qu'il le freinait. La réalité lui montrerait qu'il avait méprisé un héritage qui aurait transformé sa vie. Vendredi, avant l'appel prévu, je suis passé au cimetière pour visiter la tombe de Linda. Je lui ai parlé tranquillement de la lettre de Boston, de la conversation avec Chloé, des plans d'Adam pour effacer mon nom de famille de son identité. « Que ferais-tu à ma place » ai-je demandé au granit gris où reposaient ses cendres. Je n'attendais pas de réponse surnaturelle, mais la clarté qui vient parfois lorsque nous verbalisons des dilemmes complexes. Linda avait toujours défendu Adam, même lorsque son comportement était discutable, mais elle avait aussi été ferme dans la défense des valeurs familiales. Je me suis souvenu d'elle disant « Les enfants grandissent pour partir, mais pas pour oublier qui les a élevés ». L'appel téléphonique avec Thomas Imné a duré près d'1 heure. Il a expliqué qu'Arthur avait été un homme méticuleux qui avait rédigé son testament avec des instructions très spécifiques sur la localisation des héritiers et la gestion de la succession. Une clause particulière a attiré mon attention. Le testament stipulait que seules les personnes qui honoraient le nom Miller avec dignité et fierté pourraient hériter. C'était comme si Arthur avait anticipé des situations comme celle que je vivais avec Adam. J'ai accepté de commencer le processus de réclamation de l'héritage, mais j'ai demandé une discrétion absolue jusqu'à ce que je décide comment procéder. Thomas m'a assuré d'une confidentialité totale. En tant que professionnel,
il comprenait que les héritages familiaux génèrent souvent des tensions qui nécessitent une gestion prudente. Après avoir raccroché, je me suis assis sur le banc de l'atelier et j'ai regardé mes mains, tachées de vernis et marquées par des décennies de travail manuel. Ces mains avaient construit des meubles, réparé des maisons, soutenu ma famille dans les moments difficiles. Adam les avait vus travailler depuis son enfance. Mais maintenant, il avait honte de ce qu'elles représentaient. L'héritage d'Arthur m'offrait la chance de montrer que le nom Miller n'était pas synonyme de limitation, mais de capacité à générer de la richesse et du progrès. Mais il me présentait aussi une décision morale complexe. Devrais-je partager cette révélation avec un fils qui avait publiquement renoncé à sa part dans notre histoire familiale? J'ai ouvert le carnet à couverture verte et j'ai écrit une ligne qui résumait mon état d'esprit: le nom qu'il a rejeté vient de devenir le plus précieux qu'il ait jamais connu. J'ai posé le stylo sur la table et je suis allé me promener dans le quartier. Les rues du vieux quartier étaient calmes à cette heure crépusculaire, avec des voisins arrosant les plantes sur leur terrasse et des enfants jouant sur la petite place près de l'église. C'était mon monde, authentique et simple, celui-là même qu'Adam jugeait d'insuffisant pour ses aspirations. En marchant, j'ai compris que l'héritage n'était pas seulement de l'argent. C'était une occasion d'enseigner la leçon la plus importante de ma paternité: la valeur d'un nom de famille ne se mesure pas au compte en banque qui l'accompagne, mais à l'intégrité de ceux qui le portent. Le week-end s'est déroulé dans un calme étrange, pas d'appel de New York, pas de message d'excuses, pas de tentative de réconciliation. Adam semblait avoir décidé que le silence était la meilleure stratégie pour laisser l'incident du mariage tomber dans l'oubli. Mais j'avais appris quelque chose de fondamental. Le temps n'efface pas les blessures. Il les transforme seulement en cicatrices. Et si Adam n'était pas prêt à apprendre cette leçon, il devrait vivre sans jamais savoir ce qu'il avait perdu en méprisant le nom qui venait de devenir la clé d'une fortune qui aurait satisfait toutes ses ambitions matérielles. La décision était prise. J'allais attendre. J'allais observer. Et quand le moment serait venu, je lui montrerais la vraie valeur de ce qu'il avait choisi de rejeter. La curiosité à propos d'Arthur s'est transformée en une enquête méthodique qui a rempli mes après-midi doux. Thomas Jiménez m'avait donné les contacts de personnes qui avaient travaillé avec lui pendant des décennies, et chaque conversation révélait de nouvelles facettes d'un homme qui avait transformé l'ambition en un héritage solide. Le premier à me rencontrer fut James Cole, un architecte à la retraite qui avait conçu 3 des immeubles résidentiels à Yannisport. Nous nous sommes retrouvés dans un café de Beacon Hill à Boston, entourés par l'agitation touristique qui remplit le quartier en été. Arthur était exigeant mais juste, se souvint James en remuant son café. Il n'acceptait jamais de matériaux de seconde zone, même s'ils coûtaient plus cher. Il disait qu'un bâtiment mal construit est une trahison envers les familles qui y vivront. Il m'a montré des photographies des chantiers prises dans les années 70 et 80. Sur plusieurs, Arthur apparaissait en personne, supervisant les travaux, vêtu d'une salopette bleue et d'un casque blanc. Une anecdote m'a particulièrement frappé. Lors de la construction du bâtiment le plus complexe, des problèmes structurels sont apparus, nécessitant des modifications coûteuses des fondations. D'autres promoteurs auraient cherché des solutions bon marché. Arthur a arrêté le projet pendant 6 semaines, a engagé des ingénieurs supplémentaires et a investi 150 000 € de plus pour garantir une sécurité totale. Mon nom sera associé à ce bâtiment pour les 100 prochaines années, nous a-t-il dit. Je ne permettrai pas qu'il s'effondre sur une famille. Cette phrase a résonné dans mon esprit comme un écho de mes propres convictions sur la responsabilité professionnelle. Le témoignage suivant est venu de Rose Carter, une comptable qui a géré les finances d'Arthur de 1985 jusqu'à sa mort. Elle m'a reçu dans son bureau moderne du quartier financier, entouré de classeurs contenant des décennies de documentation commerciale. Arthur ne dépensait jamais d'argent pour des luxes personnels, a-t-elle expliqué en consultant de vieux registres. Il vivait dans un appartement modeste, conduisait des voitures fonctionnelles, mangeait dans des restaurants simples. Il réinvestissait toute sa fortune dans de nouveaux projets ou l'épargnait. Elle m'a montré des relevés bancaires qui prouvaient cette austérité. Pendant des années de revenus millionnaires, ses dépenses personnelles dépassaient rarement 2 000 € par mois. Rose m'a dit qu'Arthur avait créé un fonds spécial destiné exclusivement à la localisation de parents éloignés. Chaque année, il mettait de côté 5 000 € pour la recherche généalogique. Il engageait des détectives privés, consultait les archives paroissiales, payait des annonces dans les journaux du Midwest à la recherche d'informations sur la famille Miller de sa ville natale. La recherche avait été infructueuse pendant des décennies, principalement parce que mon grand-père avait déménagé plusieurs fois après l'immigration d'Arthur. Il est devenu obsédé par la recherche d'héritiers dignes.
Il disait que l'argent sans famille, c'est comme une rivière sans lit. La troisième rencontre fut avec Stephen Moore, un chef de chantier qui a travaillé directement sous les ordres d'Arthur pendant 20 ans. Il m'a rencontré dans une taverne traditionnelle du North End, une atmosphère authentique de la classe ouvrière qui contrastait avec les bureaux élégants où j'avais eu les réunions précédentes. Monsieur Arthur n'a jamais perdu ses manières d'ouvrier, m'a assuré Stephen. Il se levait avant tout le monde. Il était le premier à arriver sur les chantiers et le dernier à partir. Le dimanche, il passait pour vérifier que tout était sécurisé. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est sa mémoire pour les détails familiaux de ses ouvriers. Il connaissait le nom de nos femmes, demandait des nouvelles de nos enfants, se souvenait des anniversaires. Quand mon plus jeune fils a eu des problèmes au lycée, il m'a aidé à trouver une meilleure école et m'a avancé l'argent pour les frais de scolarité sans demander de garantie. Il a raconté d'autres gestes similaires, des prêts sans intérêt pour les mariages des employés, une aide médicale lors de maladies familiales, des primes supplémentaires à la naissance de petits-enfants. L'image qui se dégageait de ces témoignages dépeignait un homme qui avait maintenu ses valeurs essentielles malgré son succès économique. Arthur avait été l'antithèse d'Adam, fier de ses origines, fidèle à ses principes, engagé envers sa communauté. Le contraste me faisait mal, mais il me guidait aussi sur le type d'héritage que je voulais préserver. Pendant le trajet en train pour rentrer à Chicago, j'ai réfléchi à la responsabilité qui m'était tombée sur les épaules. Je n'étais pas simplement l'administrateur d'une fortune, mais le gardien d'un héritage familial qui avait mis des générations à se construire. Arthur avait travaillé pendant 4 décennies pour accumuler cette richesse dans l'espoir de la transmettre à des descendants qui honoreraient son effort. J'ai obtenu le dernier témoignage par hasard. À la South Station de Boston, en attendant le train express pour Chicago, j'ai reconnu un homme âgé lisant le journal sur un banc voisin. C'était Frank Miller, le cousin germain d'Arthur. Comme je l'ai appris plus tard, il avait appris la mort de mon grand-oncle par la presse locale. Il était le plus intelligent de la famille, m'a-t-il dit quand je me suis présenté. Il a toujours su qu'il devait quitter la ville pour réussir. Mais il n'a jamais oublié d'où il venait. Il m'écrivait de longues lettres, me parlant de ses projets. Il envoyait de l'argent quand les récoltes étaient mauvaises, demandait des nouvelles de tous les parents. Frank a expliqué que la branche de la famille d'Arthur s'était dispersée après la Grande Dépression, lorsque les difficultés économiques ont forcé de nombreux jeunes à immigrer. Nous avons perdu le contact parce qu'il n'y avait ni téléphone ni bonne route. Mais Arthur a toujours promis qu'il reviendrait quand il serait riche pour aider à reconstruire ce que nous avions perdu. De retour à Chicago, j'ai organisé toutes les informations collectées dans un dossier spécifique intitulé « Histoire de la famille, Arthur Miller ». J'ai inclus des photographies, des témoignages transcrits, des documents commerciaux et des généalogies approximatives. C'était une archive précieuse qui démontrait la trajectoire ascendante des Miller, de fermiers du Midwest à hommes d'affaires prospères, en maintenant toujours des valeurs de travail, d'honnêteté et d'intégrité personnelle. Cette documentation est devenue la base de ma prochaine décision stratégique. Je ne prévoyais pas de révéler immédiatement l'héritage à Adam, mais je voulais lui montrer que ses préjugés sur notre origine familiale manquaient de fondement historique. J'ai préparé une sélection de photographies d'Arthur sur ses chantiers, des articles de presse mentionnant ses projets réussis et des témoignages soulignant sa réputation commerciale. La tentation de le confronter directement était intense, mais j'y ai résisté pour des raisons tactiques. D'abord, je voulais vérifier s'il maintenait son attitude dédaigneuse envers notre nom, ou s'il montrait des signes de réflexion. Les décisions éducatives les plus efficaces nécessitent un timing précis, comme des coupes dans le bois qui doivent suivre la veine naturelle pour éviter de se fendre. Le plan comportait plusieurs phases séquentielles. Premièrement, l'observation silencieuse de l'évolution d'Adam. Deuxièmement, l'évaluation de son attitude envers moi et notre nom de famille. Troisièmement, une décision sur le fait qu'il méritait de connaître l'héritage ou s'il devait en être exclu de manière permanente. C'était un processus qui exigeait de la patience. Mais la pédagogie paternelle la plus profonde n'admet ni improvisation ni précipitation émotionnelle. Observer Adam à distance est devenu un exercice de patience qui a mis mon sang-froid à l'épreuve. En septembre, grâce à ses publications sur les réseaux sociaux, j'ai pu suivre l'évolution de sa nouvelle vie de marié à New York. Les photographies montraient des dîners dans des restaurants élégants, des visites de galeries d'art, des escapades de week-end dans des villes européennes. Sur toutes les images, il était identifié comme Adam Scott, consolidant son abandon systématique du nom de famille de son père. Ses amis commentaient les publications avec des phrases comme « Tu es devenu si élégant » ou « On ne dirait même plus le même gars de Chicago ».
Des observations qu'il recevait comme des compliments. La transformation était évidente. Il avait réussi à se réinventer en tant que professionnel sophistiqué qu'il avait toujours aspiré à être. Ce qui m'a le plus frappé, c'est l'absence totale de référence à sa famille d'origine. Pas une seule mention de Linda à l'anniversaire de son décès, pas un souvenir nostalgique de Chicago, pas même de photographie d'enfance qui pourrait humaniser sa nouvelle image publique. C'était comme s'il avait décidé que sa vie avait commencé lorsqu'il avait obtenu le poste à New York et épousé Chloé. Un après-midi de fin septembre, alors que je réparais une vitrine ancienne pour un client du vieux quartier, j'ai reçu la visite inattendue de Paula Scott, la sœur aînée de Linda. Nous ne nous étions pas vus depuis des mois, depuis les funérailles, et sa présence à l'atelier m'a agréablement surpris. Elle est arrivée avec un sac de pâtisserie d'une boulangerie du centre-ville. « Robert, je suis venu voir comment tu vas. Les voisins disent que tu as été très silencieux ces derniers temps. » Elle s'est installée dans le fauteuil en osier que Linda occupait lorsqu'elle descendait à l'atelier les après-midi d'hiver. Paula avait entendu des rumeurs sur le comportement d'Adam au mariage, bien que personne ne lui ait raconté tous les détails. Une cousine de Chloé a mentionné qu'il y avait eu des tensions pendant le toast. Est-il vrai qu'Adam a dit quelque chose d'inapproprié sur la famille? Je n'étais pas surpris que la nouvelle ait circulé. Chicago est une ville où les nouvelles familiales voyagent plus vite que le métro aérien. J'ai expliqué ce qui s'était passé sans dramatiser, avec la même neutralité que j'utiliserais pour décrire un problème technique sur un meuble. Paula a écouté en silence, fronçant progressivement les sourcils à mesure qu'elle comprenait l'ampleur de l'offense. Linda aurait été terriblement bouleversée, a-t-elle murmuré à la fin. Elle a toujours défendu Adam, même quand il montrait ses airs de grandeur qu'il avait pris à New York. Mais ça. Elle a secoué la tête en signe de désapprobation. Il y a des limites à ne pas franchir, peu importe à quel point on est ambitieux. Au cours de notre conversation, une information pertinente est apparue que je ne connaissais pas. Paula gardait un contact sporadique avec une ancienne collègue de Linda, Kathleen, qui vivait maintenant à New York près du quartier où résidaient Adam et Chloé. Kathleen les a vus plusieurs fois au supermarché. Elle dit qu'Adam semble être une personne différente. Des vêtements chers, des manières étudiées, un accent plus neutre. Et que comptes-tu faire, m'a demandé Paula directement. Tu ne peux pas rester les bras croisés après un tel manque de respect. C'était la question que je me posais chaque nuit avant de m'endormir. Je lui ai répondu honnêtement. J'attends le bon moment pour lui donner une leçon qu'il n'oubliera pas. Mais ce doit être quelque chose de définitif, pas une réprimande temporaire qu'il peut ignorer. En octobre, les revenus de l'héritage d'Arthur ont commencé à s'accumuler régulièrement sur mes comptes bancaires. Chaque mois, je recevais des virements pour les loyers des propriétés du Massachusetts, les dividendes des investissements financiers et les bénéfices des parts d'entreprise. C'étaient des montants qui dépassaient mon revenu annuel de charpentier. Mais ils arrivaient avec le naturel de quelqu'un qui reçoit les fruits d'investissements bien gérés. Cette nouvelle réalité économique m'a posé des dilemmes pratiques sur la manière de gérer la richesse sans altérer mon style de vie essentiel. J'ai décidé de maintenir ma routine habituelle à l'atelier, de continuer à accepter des commandes de menuiserie, de continuer à vivre dans le même modeste appartement du vieux quartier. La fortune était un instrument pédagogique, pas une raison de changer mon identité personnelle. Cependant, j'ai commencé à explorer discrètement des options pour utiliser une partie des ressources pour des projets qui honoreraient la mémoire de Linda et l'héritage d'Arthur. J'ai contacté des organisations caritatives locales spécialisées dans l'aide aux familles en difficulté financière, en particulier celles dirigées par des charpentiers, des maçons ou d'autres travailleurs manuels. Début novembre, j'ai reçu un appel inattendu qui a temporairement modifié mes plans d'observation silencieuse. C'était Chloé, la voix tendue et urgente. « Robert, j'ai besoin de vous parler. C'est important. » Nous nous sommes retrouvés le même après-midi dans un café tranquille du centre-ville. Elle est arrivée l'air inquiet, habillée plus simplement que lors de sa visite à l'atelier des mois auparavant. Ce qu'elle m'a raconté a confirmé mes pires soupçons sur l'évolution du caractère de mon fils. Adam avait intensifié son obsession d'effacer les traces de son origine familiale, allant jusqu'à inventer de fausses histoires sur son passé lorsqu'il interagissait avec des collègues ou des clients importants. Il leur dit que son père était un ingénieur industriel à la retraite, qu'il a grandi dans un quartier résidentiel de Chicago, qu'il a étudié dans des écoles privées, a révélé Chloé, clairement mal à l'aise. Je lui ai demandé plusieurs fois d'arrêter ses mensonges, mais il dit que ce sont des ajustements narratifs nécessaires au réseautage professionnel. Mais il y a quelque chose de plus grave, a poursuivi Chloé en baissant la voix.
La semaine dernière, nous sommes allés à un dîner avec les cadres de son entreprise. L'un d'eux a mentionné qu'il avait vécu à Chicago dans les années 80 et connaissait bien la ville. Il a commencé à poser à Adam des questions détaillées sur les quartiers, les écoles, des endroits spécifiques. Adam est devenu très nerveux et a inventé des réponses qui ne collaient pas. La conversation a duré plus d'1 heure. Chloé a avoué qu'elle se sentait prise au piège entre la loyauté envers son mari et le malaise que lui causaient ses stratégies d'ascension sociale. Je ne l'ai pas épousé pour son origine familiale, mais pour ce qu'il était quand je l'ai rencontré à Chicago. Maintenant, il semble être une autre personne, obsédé par l'idée d'impressionner des gens qui n'en valent peut-être pas la peine. En nous quittant, Chloé m'a demandé de ne pas révéler à Adam le contenu de notre conversation. Je voulais juste que vous sachiez qu'il y a quelqu'un à New York qui n'approuve pas ce qu'il fait. Linda ne méritait pas que son fils aille jusqu'à ces extrêmes. Ces mots m'ont profondément ému car ils confirmaient que les valeurs familiales avaient encore des défenseurs. De retour à la maison, j'ai mis à jour mes notes dans le carnet à couverture verte avec les informations fournies par Chloé. Le comportement d'Adam avait évolué de la simple honte familiale à la falsification systématique de son histoire personnelle. Il ne reniait pas seulement son nom de famille, il avait commencé à nier mon existence dans le cadre de sa stratégie de réinvention sociale. L'héritage d'Arthur prenait maintenant une dimension presque poétique. Mon fils mentait sur son origine pour impressionner des supérieurs qui valorisaient le statut familial, tout en ignorant qu'il avait un accès légitime à une fortune qui aurait satisfait toutes ses ambitions matérielles. L'ironie était parfaite. En méprisant le nom Miller, il avait automatiquement perdu le droit de bénéficier de la richesse que ce même nom avait générée. Cette nuit-là, avant de me coucher, j'ai sorti la photographie jaunie que Frank m'avait montrée, un jeune Arthur posant avec ses frères à côté de la maison familiale. Je l'ai étudié attentivement, cherchant des ressemblances familiales, imaginant les conversations qu'ils auraient pu avoir sur l'avenir. Aucun de ces hommes au visage sérieux n'aurait pu imaginer que des décennies plus tard, un descendant direct aurait honte du nom qu'ils avaient porté avec la fierté d'un fermier. Je n'avais plus qu'à décider quand et comment lui révéler cette vérité pour qu'il comprenne l'ampleur de son erreur, de préférence quand il serait trop tard pour la corriger. Décembre est arrivé avec la détermination de formaliser les décisions que j'avais mûries pendant des mois de réflexion silencieuse. L'héritage d'Arthur n'était plus une nouveauté abstraite, mais une réalité consolidée qui générait des revenus constants, me fournissant les ressources pour matérialiser le projet éducatif le plus important de ma paternité. J'ai de nouveau contacté Patricia Morgan, l'avocate qui m'avait conseillé lors du processus initial, pour explorer la création d'une fondation caritative qui canaliserait une partie importante de la succession vers des causes sociales spécifiques. La réunion a eu lieu dans son bureau par une froide matinée du début du mois. Je veux créer une institution qui aide les familles de travailleurs manuels, ai-je expliqué pendant que nous examinions les documents financiers mis à jour. Des bourses pour les enfants de charpentiers, de maçons, de plombiers, d'électriciens, des prêts sans intérêt pour les petits ateliers familiaux, une aide médicale pour les artisans sans assurance complète. Patricia a pris des notes méticuleuses, évaluant la viabilité juridique et fiscale de chaque proposition. C'est une belle initiative, Monsieur Miller. Avez-vous pensé au nom de la fondation? Je n'ai pas hésité. La fondation Linda Scott Miller, en mémoire de ma femme. C'était l'hommage ultime à celle qui avait maintenu notre famille unie avec un amour inconditionnel. Le processus de constitution a nécessité plusieurs semaines de formalités complexes. Nous avons dû rédiger des statuts détaillés, définir des objectifs spécifiques, établir des critères de sélection pour les bénéficiaires, concevoir des protocoles de suivi pour les accorder. Patricia a coordonné avec des notaires, des fiscalistes et des agences officielles pour s'assurer que la fondation respectait toutes les réglementations légales applicables. Mon rôle était d'approuver les décisions stratégiques et de fournir la dotation initiale, 3 millions d'euros, qui générerait suffisamment d'intérêt pour financer les activités caritatives pendant des décennies sans épuiser le capital principal. Pendant que la création de la fondation progressait, j'ai gardé une discrétion absolue sur le projet. Je continuais à travailler à l'atelier avec le même dévouement que toujours, acceptant des commandes modestes, maintenant des horaires réguliers. La seule différence était que j'avais commencé à refuser des travaux qui m'obligeaient à voyager hors de Chicago pendant plusieurs jours, car je devais être disponible pour les réunions liées à la fondation. En janvier 2025, la fondation Linda Scott Miller a reçu l'autorisation officielle de commencer ses activités. La cérémonie de présentation publique a eu lieu dans une salle de l'hôtel de ville de Chicago, en présence de représentants de syndicats du bâtiment, d'associations d'artisans et d'organisations caritatives locales.
J'ai prononcé un bref discours soulignant l'engagement de la Fondation à dignifier le travail manuel et à soutenir les familles qui, comme la mienne, avaient pendant des décennies bâti la ville avec un effort honnête. Les médias locaux ont couvert l'événement avec des articles positifs, soulignant la générosité du donateur anonyme qui avait rendu l'initiative possible. L'impact médiatique a été plus important que prévu. Le Chicago Chronicle a publié un reportage détaillé sur la fondation, incluant des photographies de la présentation où j'apparaissais remettant symboliquement la première bourse à la fille d'un plombier à la retraite. WGN News a diffusé une interview de 5 minutes dans le journal régional. Quelqu'un qui valorise grandement le travail des artisans a décidé de consacrer une partie de son patrimoine à aider des familles comme la nôtre, ai-je déclaré aux caméras. L'ironie de ces mots me procurait une satisfaction privée. Je décrivais Arthur sans mentir tout en omettant des informations cruciales. Les premiers bénéficiaires ont été sélectionnés selon des critères stricts que j'avais établis lors des réunions préparatoires, 5 bourses universitaires pour des enfants de travailleurs manuels aux résultats scolaires exceptionnels, 3 prêts sans intérêt pour des ateliers ayant besoin de moderniser des machines obsolètes, 2 subventions médicales pour des artisans atteints de maladies coûteuses. L'écho médiatique de la Fondation a atteint New York via les réseaux sociaux et les journaux numériques. Un après-midi de février, j'ai reçu un appel que j'anticipais depuis des semaines. C'était Adam, la voix confuse et légèrement agitée. « Papa, j'ai vu des nouvelles sur une fondation à Chicago qui aide des gens comme nous. Tu es au courant ?» Sa façon de formuler la question révélait le malaise que tout sujet lié à notre statut social lui causait. J'ai répondu avec un naturel étudié. « Oui, c'est une initiative intéressante. Il semble qu'il y ait des gens généreux qui valorisent le travail des artisans. Sais-tu qui la finance ?» a insisté Adam. Les journaux disent que c'est un donateur anonyme, mais ce doit être quelqu'un de très riche. 3 millions d'euros, ce n'est pas une somme que n'importe qui peut donner. Le chiffre avait attiré son attention, ce qui était logique pour quelqu'un d'obsédé par l'argent et le statut social. Je n'en ai aucune idée, ai-je menti délibérément. Je suppose qu'il y a des gens riches qui se souviennent d'où ils viennent et veulent aider les familles qui traversent des difficultés similaires. Le silence qui a suivi a été long et inconfortable. Adam traitait les implications de mes paroles, les reliant probablement à son propre comportement. Au cours des jours suivants, Adam m'a envoyé plusieurs messages WhatsApp demandant des détails sur la fondation. Il voulait connaître le nom du donateur, les critères spécifiques d'attribution de l'aide, les perspectives de croissance future de l'institution. Ces questions révélaient une curiosité authentique mêlée à quelque chose qui pouvait être interprété comme un malaise moral. Le moment de plus grande tension est arrivé lorsqu'il m'a demandé d'intercéder pour lui obtenir une réunion avec la direction de la fondation. Chloé et moi pensons faire un don important, mais nous aimerions parler directement avec le décideur. La demande me mettait dans une position délicate, car je devrais refuser sans pouvoir expliquer les vraies raisons. Je ne pense pas avoir ce genre d'influence, ai-je répondu. La fondation maintient une confidentialité stricte sur ses procédures internes, mais tu peux écrire directement à l'adresse officielle indiquée dans les journaux. Son insistance confirmait que le projet caritatif avait piqué son intérêt de manière inattendue. À la fin du mois de février, la fondation avait trouvé son rythme de fonctionnement normal. Les bureaux opéraient depuis un espace loué au centre-ville, près de la cathédrale, avec un personnel administratif compétent gérant les demandes, évaluant les cas et coordonnant la livraison de l'aide. Je visitais les locaux chaque semaine pour superviser les activités et rencontrer personnellement les bénéficiaires. Voir les jeunes enfants de maçons s'inscrire à l'université, voir les ateliers familiaux se moderniser avec de nouvelles machines, entendre les témoignages de gratitude des artisans qui avaient surmonté des crises médicales grâce à notre soutien, tout cela validait la décision de canaliser l'héritage vers des causes constructives. Lors d'une visite de routine à la fondation, le coordinateur m'a informé d'une candidature inhabituelle arrivée par courrier. Un certain Adam Miller Scott, résident à New York, proposait de faire du bénévolat pour les activités promotionnelles de l'institution et exprimait son intérêt à collaborer financièrement à ses projets caritatifs. La lettre comprenait son CV professionnel, des références de travail et une déclaration personnelle expliquant son lien émotionnel avec les familles de travailleurs manuels. En lisant le document, j'ai souri amèrement. Mon fils avait temporairement retrouvé le nom Miller pour se présenter à une fondation qu'il admirait, mais il continuait d'utiliser le nom Scott dans sa vie professionnelle quotidienne. Cette nuit-là, j'ai écrit une entrée dans le carnet à couverture verte qui résumait mes sentiments. Adam veut faire partie d'une institution financée avec l'argent du nom qu'il a rejeté. L'ironie est parfaite, mais il ne le sait pas encore. Il est temps de compléter son éducation.
L'appel est arrivé un jour de mars, exactement à 11 heures du matin, alors que je finissais de vernir une table de salle à manger pour des clients de la banlieue. C'était Adam, mais sa voix semblait différente, moins assurée, avec une note de vulnérabilité que je n'avais pas entendue depuis son adolescence. « Papa, j'ai besoin de te demander quelque chose d'important », a-t-il commencé après les salutations formelles habituelles. Chloé et moi traversons quelques difficultés financières temporaires. Je me demandais si tu pouvais nous aider avec un petit prêt, quelque chose comme 5 000 €. Je te rembourserai en 6 mois, avec intérêt. Le moment que j'anticipais depuis des mois était arrivé plus tôt que prévu. J'ai posé le pinceau dans le pot et je me suis assis sur le tabouret que j'utilise pour les travaux de précision. Quel genre de difficulté, ai-je demandé du ton neutre que j'avais perfectionné pendant cette longue crise familiale. Adam a pris un moment pour répondre, comme s'il choisissait soigneusement ses mots. L'entreprise restructure certains départements. Mon poste est sûr, mais ils ont coupé les primes trimestrielles que nous attendions. Et Chloé veut changer de travail, trouver quelque chose de plus stable, mais cela signifie une période sans revenu de sa part. J'ai écouté toute son explication sans l'interrompre. Il a parlé de dépenses imprévues pour l'appartement, de mensualités de prêts bancaires devenues plus lourdes, de la nécessité de maintenir un certain niveau de vie pour ses engagements professionnels à New York. Il n'a pas mentionné directement les dîners coûteux ou les voyages de week-end, mais il était clair que le style de vie sophistiqué qu'il avait adopté avait des coûts financiers que ses revenus réels ne pouvaient pas supporter confortablement. Je comprends la situation, ai-je répondu quand il a terminé. Mais j'ai une question. Pourquoi viens-tu me voir? Si je comprends bien, tu préfères garder tes distances avec tes origines familiales. Je ne voudrais pas que demander de l'aide à ton père, le charpentier, compromette ton image professionnelle. Le silence qui a suivi a été si long que je me suis demandé si l'appel avait été coupé. Quand il a finalement parlé, sa voix était plus profonde. « Papa, je sais que j'ai dit des choses inappropriées au mariage. J'étais nerveux. J'avais trop bu. Ce n'était pas mon intention de t'offenser. » L'excuse était partielle et insuffisante, mais elle révélait qu'il avait réfléchi à l'incident. Cependant, il n'a rien mentionné des mensonges ultérieurs dont Chloé m'avait parlé, ni du changement de nom systématique sur ses profils professionnels et personnels. Adam, ai-je dit, avec la fermeté que j'avais apprise au cours de décennies d'éducation d'un fils, les mots ont des conséquences. Ils ne peuvent pas être effacés avec des excuses de convenance lorsqu'un besoin financier se présente. Mais tu es mon père, a-t-il insisté avec une note de désespoir qui me semblait familière. C'était le même ton qu'il utilisait enfant quand il voulait que Linda intercède pour adoucir mes décisions disciplinaires. Les familles s'entraident. Indépendamment des différents temporaires qui peuvent survenir. Son choix de mots a attiré mon attention. Il avait transformé l'humiliation publique de notre nom en « différents temporaires », un euphémisme qui minimisait la gravité de son comportement. Il était clair qu'il ne saisissait toujours pas pleinement la dimension de l'offense. J'ai expliqué que mon refus n'était pas motivé par un ressentiment personnel, mais par des principes éducatifs. Un homme qui a honte de son nom de famille doit être capable de construire son avenir sans dépendre de la personne qui porte ce nom. Si tu considères le nom Miller comme un fardeau social, la chose logique est de rejeter également le soutien financier d'un Miller. Mon argument était implacable mais juste. Je ne pouvais pas le laisser utiliser sélectivement notre relation familiale, la méprisant en public quand cela convenait à ses ambitions sociales, mais s'y tournant en privé quand il avait besoin d'argent. Ce n'est pas si simple, a protesté Adam. Je travaille dans un environnement très compétitif où l'image de la famille influence les opportunités professionnelles. C'est une question pratique, pas personnelle. Sa réponse confirmait qu'il ne reconnaissait toujours pas l'erreur fondamentale de sa perspective. C'est précisément pour ça que ma réponse est non, lui ai-je dit. Si ton succès professionnel nécessite de nier mon existence, tu ne peux pas t'attendre à mon aide lorsque ce succès faiblit. La conversation s'est poursuivie pendant encore 15 minutes, Adam alternant entre les supplications, les promesses d'un changement d'attitude et les tentatives de négocier les conditions du prêt. Il proposait des intérêts plus élevés, des délais de remboursement plus courts, des garanties supplémentaires. Mais j'ai maintenu ma position avec la fermeté que j'avais développée au cours des mois de préparation à ce moment. Finalement, quand il a réalisé que mon refus était définitif, son ton a changé pour quelque chose de plus proche de l'indignation. « Je ne comprends pas ton attitude, papa. Après tout ce que j'ai fait pour toi quand maman était malade, quand j'ai dû venir de New York pour aider avec les médecins et les formalités administratives de l'hôpital.
La référence à Linda m'a fait mal, mais elle a aussi renforcé ma résolution. Adam avait rempli les devoirs de base d'un fils pendant la maladie de sa mère, mais cela ne lui accordait pas une licence perpétuelle pour humilier sa mémoire en méprisant le nom qu'elle avait fièrement porté pendant 30 ans de mariage. Ta mère t'aurait aidé sans hésiter, ai-je reconnu. Mais ta mère n'aurait pas non plus toléré que tu renies son nom en public pour impressionner des étrangers. Linda Scott est devenue Linda Scott Miller quand elle m'a épousé, et elle était fière de ce nom jusqu'au jour de sa mort. Adam a tenté un dernier recours. Si tu ne le fais pas pour moi, fais-le pour Chloé. Elle n'est pour rien dans tout ça, et elle traverse une période difficile avec le changement de travail. C'était une manœuvre intelligente. Il connaissait mon point faible pour sa femme. C'est précisément parce que j'estime Chloé, ai-je répondu, que je pense qu'il est important qu'elle apprenne quel genre d'homme elle a choisi comme mari. Les leçons de caractère ne peuvent pas être reportées indéfiniment. Quand il a raccroché, après un au revoir tendu et formel, je suis resté immobile dans l'atelier pendant plusieurs minutes. La conversation avait été émotionnellement épuisante, mais aussi libératrice. J'avais maintenu la fermeté nécessaire sans recourir à des reproches disproportionnés ou à des attaques personnelles blessantes. Cet après-midi-là, j'ai travaillé avec une intensité renouvelée dans l'atelier, canalisant la tension émotionnelle dans des tâches nécessitant une concentration technique. Le travail manuel m'avait toujours servi de thérapie pour traiter des situations émotionnelles complexes. Chaque mouvement du papier de verre, chaque passage du rabot, chaque tour de tournevis me calmait progressivement jusqu'à ce que je retrouve mon équilibre intérieur. Pendant mon dîner solitaire habituel, j'ai réfléchi aux prochaines étapes de cette crise familiale, qui avait évolué exactement comme je l'avais prévu. Adam avait épuisé la première option de réconciliation superficielle basée sur des excuses partielles et des besoins financiers immédiats. Son prochain mouvement serait probablement plus désespéré. L'héritage d'Arthur continuait de générer des revenus réguliers, s'accumulant sur des comptes bancaires, tandis que je maintenais ma vie modeste habituelle. Chaque virement mensuel me rappelait l'ironie centrale de cette situation, mon fils demandait à emprunter 5 000 € à quelqu'un qui en possédait plus de 10 millions, précisément parce qu'il avait méprisé le nom qui lui aurait donné accès à cette fortune. Son éducation sentimentale était sur le point de s'achever avec des révélations qui transformeraient à jamais sa compréhension de la valeur réelle des noms de famille. Le changement a commencé une semaine après l'appel téléphonique manqué. Pour la première fois depuis des mois, Adam a commencé à publier un contenu différent sur ses réseaux sociaux. Une photographie du vieux quartier est apparue, prise d'un point en hauteur, avec la légende « Chicago sera toujours ma vraie maison », même si la vie m'a emmené loin. C'était un message calculé pour démontrer une reconnexion avec ses origines, mais il maintenait suffisamment d'ambiguïté pour ne pas compromettre son image professionnelle à New York. Quelques jours plus tard, il a posté une vieille photo de Linda dans sa cuisine avec la légende « Les lentilles de ma mère me manquent ». Il y a des saveurs qui ne peuvent tout simplement pas être remplacées. La stratégie d'Adam incluait également des tentatives indirectes de rapprochement par des tiers. Larry a mentionné qu'il avait reçu un appel de New York lui demandant des nouvelles de ma santé et de ma situation financière générale. Votre fils semblait inquiet. Il a dit qu'il avait remarqué que vous étiez plus silencieux que d'habitude ces derniers temps. Paula Scott m'a également informé d'un contact similaire. Adam avait appelé pour demander si j'avais besoin d'aide pour des rendez-vous médicaux ou des démarches administratives liées à mon statut de veuf. Il explorait clairement des moyens alternatifs pour évaluer ma volonté d'une éventuelle réconciliation, mais sans s'engager dans des approches directes. La manœuvre la plus sophistiquée est venue par l'intermédiaire de Chloé, qui m'a envoyé un message WhatsApp demandant une conversation téléphonique privée. Robert, j'aimerais vous parler d'Adam. Mais sans qu'il le sache. Je pense qu'il y a des choses importantes que vous devriez savoir. J'ai accepté immédiatement, car j'avais toujours apprécié son honnêteté. Il est très contrarié par votre refus, a commencé Chloé sans détour. Pas seulement à cause de l'argent, mais à cause de ce que cela représente. Je pense que pour la première fois, il commence à vraiment comprendre les conséquences de ce qu'il a dit au mariage. Elle m'a dit qu'Adam avait passé des nuits blanches, regardant de vieilles photos de famille qu'il gardait sur son téléphone. Chloé a également révélé que la situation financière était plus complexe que ce qu'Adam avait admis lors de notre conversation. Nous avons accumulé des dépenses excessives en essayant de maintenir un niveau de vie que nous ne pouvons vraiment pas nous permettre. Des dîners coûteux pour impressionner les clients, des vêtements de marque pour les événements professionnels, des voyages de week-end pour entretenir l'image du succès. Mais il y a quelque chose de plus important, a poursuivi Chloé.
Il a commencé à parler de la possibilité de revenir à Chicago. Il dit que New York s'avère plus stressant que ce à quoi il s'attendait. Que la tranquillité du Midwest lui manque. Qu'il a peut-être fait une erreur en s'éloignant si loin de la famille. Honnêtement, cela me rendrait heureuse, a admis Chloé quand je lui ai demandé son avis. Je ne me suis jamais senti complètement à l'aise à New York. Les gens sont plus superficiels. Les relations sociales sont plus calculées. Tout tourne autour du travail et de l'argent. À Chicago, nous avions de vrais amis, une vie sociale plus détendue, un meilleur équilibre. Au cours de la conversation, un détail particulièrement pertinent est apparu. Chloé m'a dit qu'Adam avait commencé à faire des recherches discrètes sur la fondation Linda Scott Miller, essayant d'identifier le donateur anonyme qui l'avait financé. Il est obsédé par cette histoire. Il dit que ce doit être quelqu'un qui connaissait votre femme. Peut-être un de vos anciens clients qui est devenu riche. Avez-vous envisagé de lui dire la vérité sur votre situation financière, m'a demandé Chloé directement. La question m'a pris au dépourvu, car je n'étais pas sûr de ce qu'elle avait déduit de mes véritables circonstances. Robert, je sais qu'il y a eu des changements importants dans votre vie au cours des derniers mois. Les voisins en parlent. J'ai expliqué que j'avais reçu un petit héritage d'un parent éloigné, suffisant pour améliorer ma situation, mais pas pour résoudre les problèmes financiers des autres. C'était une vérité partielle, satisfaisant sa curiosité sans révéler d'informations qui pourraient prématurément parvenir aux oreilles d'Adam. C'est précisément pour ça que je suis discret à ce sujet, ai-je expliqué. Si Adam savait que j'avais des ressources financières, son approche envers moi serait motivée par un intérêt matériel, et non par une reconnaissance sincère de ses erreurs. Je préfère que toute réconciliation vienne d'une réflexion authentique. À la fin de la conversation, Chloé m'a demandé de reconsidérer mon attitude envers Adam, arguant qu'il montrait des signes authentiques de remords et de réflexion. Je ne vous demande pas de lui donner de l'argent, mais peut-être pourriez-vous lui offrir un signe que la relation peut être réparée s'il démontre de réels changements dans son comportement. Dites-lui que je suis prêt à reconstruire notre relation quand il prouvera qu'il valorise vraiment le nom Miller, et pas seulement quand il a besoin de l'aide d'un Miller, ai-je répondu. Cette nuit-là, après la conversation avec Chloé, j'ai pris une décision que je reportais depuis des semaines. Il était temps d'accélérer le processus éducatif, de créer une situation qui forcerait Adam à confronter directement les contradictions de son comportement. J'ai contacté Patricia Morgan pour discuter de l'organisation d'un événement public pour la fondation qui générerait une couverture médiatique importante. Je veux que ce soit quelque chose de mémorable, ai-je expliqué. Un événement qui démontre l'impact social de l'institution et attire l'attention des médias régionaux et nationaux. Patricia a suggéré d'organiser un gala de bienfaisance à l'Opéra Civique, en présence de personnalités politiques, de chefs d'entreprises locaux et de représentants d'organisations sociales. Nous pourrions inviter le maire à remettre une reconnaissance officielle à la fondation, obtenir une couverture de WGN et des principaux journaux du Midwest. La date du gala a été fixée au dernier samedi d'avril. Des invitations ont été envoyées à une liste sélecte de 100 personnalités. Les médias ont confirmé une couverture complète, et le programme comprenait la présentation d'une reconnaissance spéciale au bienfaiteur anonyme qui a transformé la vie de dizaines de familles de Chicago. J'assisterai en tant qu'invité spécial, maintenant officiellement mon anonymat, mais prêt à révéler mon identité au point culminant de la cérémonie. C'était le cadre parfait pour montrer à Adam que le nom Miller avait généré une reconnaissance sociale, un impact communautaire et un respect public. Le jeudi précédant le gala, Adam m'a appelé, la voix particulièrement humble. « Papa, je sais que nous avons une eau différente, mais j'aimerais venir à Chicago ce week-end. Je veux te parler en face à face. M'excuser correctement. Essayer de réparer ce qui est cassé entre nous. » La demande arrivait à un moment parfait pour mes plans. Ça me semble bien, ai-je répondu. Mais je veux que tu comprennes que les conversations sérieuses nécessitent une honnêteté totale. Plus de demi-vérité ou d'excuses de convenance. Il a accepté les conditions sans hésitation. Le samedi serait un jour mémorable pour nous deux, bien que pour des raisons différentes de celles qu'il imaginait. La leçon finale de cette crise familiale était sur le point de commencer, et j'avais tous les éléments nécessaires pour la rendre définitive et inoubliable. L'héritage d'Arthur m'avait fourni les outils pédagogiques parfaits. Il ne me restait plus qu'à les utiliser au bon moment et au bon endroit pour qu'Adam comprenne, peut-être trop tard, la vraie valeur du nom qu'il avait choisi de mépriser. Adam est arrivé le vendredi après-midi, au volant d'une voiture de location de l'aéroport O'Hare. Je l'ai vu approcher depuis la fenêtre de l'atelier.
Il marchait plus lentement que d'habitude, les épaules légèrement voûtées, portant une petite valise. Son apparence avait subtilement changé depuis le mariage. Il était toujours habillé avec élégance, mais il avait perdu cette confiance arrogante qui caractérisait ses mouvements les mois précédents. J'ai ouvert la porte sans drame inutile, avec la sérénité que j'avais cultivée pendant ces mois de préparation émotionnelle. « Salut, papa » a-t-il dit. Et dans ces deux mots, j'ai senti une vulnérabilité que je n'avais pas détectée depuis son adolescence. Je l'ai invité à entrer, je lui ai offert un café, je l'ai interrogé sur son voyage et sur Chloé, avec la courtoisie formelle qu'on accorde aux visiteurs importants mais distants. « Papa, je veux m'excuser » a-t-il commencé lorsque nous nous sommes assis dans le petit salon où Linda regardait ses feuilletons de l'après-midi. Pas seulement pour ce que j'ai dit au mariage, mais pour tout ce qui s'est passé depuis. Je me suis comporté comme un lâche et un fil ingrat. Son discours semblait répété, mais les larmes qui ont commencé à monter dans ses yeux semblaient sincères. J'ai écouté toute sa confession sans interruption. Il m'a parlé de la pression sociale qu'il ressentait à New York, de l'insécurité que lui causaient ses collègues issus de familles riches, de la honte irrationnelle qu'il avait développée pour nos origines modestes. « Ce n'est pas que j'avais vraiment honte de toi ou de maman », a-t-il expliqué. J'avais honte de moi-même de ne pas être né dans une famille qui faciliterait mon parcours professionnel. Et les mensonges d'après, lui ai-je demandé directement. Chloé m'a dit que tu inventais des histoires sur tes origines familiales pour impressionner tes supérieurs. Son visage s'est légèrement décomposé. Elle te l'a dit ? J'espérais te l'expliquer moi-même. J'ai confirmé que je connaissais les détails de sa réinvention personnelle à New York, y compris le changement de nom systématique sur les réseaux sociaux et les documents professionnels. Ce comportement me blesse plus que le toast du mariage, ai-je expliqué. Une offense publique peut être une erreur momentanée. Mentir systématiquement sur son identité familiale est une trahison continue. Adam s'est enfoncé dans le canapé comme si le poids de ses décisions s'était matérialisé physiquement sur ses épaules. Tu as raison. J'ai construit une fausse version de moi-même pour impressionner des gens qui, honnêtement, ne me respecteraient probablement pas plus même si j'étais le fils d'un banquier. C'est pathétique. Pour la première fois de la conversation, son remords semblait complètement sincère, dépourvu de calculs tactiques sur la façon de regagner mon soutien. La question est, ai-je dit, que comptes-tu faire maintenant de cette fausse version que tu as construite ? Je veux la défaire, a-t-il répondu sans hésitation. Je veux remettre le nom Miller sur tous mes profils, corriger les mensonges que j'ai racontés sur nos origines, prouver publiquement que je suis fier d'être ton fils. Ces paroles semblaient convaincantes, mais j'avais préparé un test plus exigeant pour évaluer la profondeur de sa transformation. Je suis heureux d'entendre ça, Adam, car demain tu auras l'occasion parfaite de le prouver. Je lui ai expliqué que j'avais été invité au gala de la fondation Linda Scott Miller à l'Opéra Civic. La fondation qui aide les familles d'ouvriers, a-t-il demandé, surpris. Comment as-tu obtenu une invitation à un événement aussi exclusif ? J'ai expliqué que j'avais des relations dans le milieu de la menuiserie locale, que certains bénéficiaires de l'aide étaient d'anciens collègues. J'aimerais que tu m'accompagnes, ai-je proposé. Ce sera une occasion pour toi de voir comment on peut susciter le respect social sans renier ses origines familiales. La proposition l'a visiblement excité. J'adorerais venir avec toi. Ce pourrait être une façon de montrer publiquement que je n'ai pas honte de faire partie d'une famille d'ouvriers. Il y a une condition, ai-je ajouté. Je veux que tu utilises ton nom complet pendant toute la soirée. Adam Miller Scott. Pas de dissimulation, pas de demi-vérité. Il a immédiatement accepté la condition. Il a même suggéré que nous pourrions profiter de l'occasion pour le présenter à des contacts professionnels à Chicago. Pendant le dîner que j'ai préparé ce soir-là aux lentilles à la saucisse, la recette de Linda, la conversation a coulé avec un naturel que nous n'avions pas connu depuis son déménagement à New York. Adam m'a raconté des détails sur les pressions au travail, les difficultés d'adaptation sociale, la solitude qu'il avait ressentie loin de son environnement familier. L'ambition m'a aveuglé, a-t-il admis en savourant les lentilles. Je pensais que le succès professionnel compenserait n'importe quel sacrifice personnel. Mais j'ai découvert que le succès sans racines authentiques est creux, insatisfaisant. Ta mère aurait été fière de t'entendre parler comme ça. Ai-je dit, et j'ai vu ses yeux s'embuer à nouveau. Après le dîner, nous avons sorti les albums de photos de famille que nous avions rangés après les funérailles de Linda. Adam a regardé les photos avec une attention renouvelée, comme s'il les voyait pour la première fois. Une photographie particulière a attiré son attention.
C'était de sa remise de diplôme universitaire. Linda et moi l'encadrant, lui tenant le diplôme avec une expression fière. « Sais-tu ce qui me fait le plus mal dans cette photo ?» a-t-il demandé. « C'est que vous étiez tous les deux plus fiers de ma réussite que moi. » Je pensais déjà à la prochaine étape, à impressionner de futurs employeurs. Vous étiez juste heureux de me voir réussir. C'est l'amour inconditionnel, ai-je expliqué. Les parents célèbrent les succès de leurs enfants sans attendre de reconnaissance. Mais quand ces enfants grandissent et nous rejettent pour impressionner des étrangers, la douleur est proportionnelle à l'amour investi. Adam a hoché la tête avec une expression grave. Je comprends maintenant pourquoi ma demande d'argent t'a autant contrarié. Ce n'était pas seulement le prêt. C'était l'hypocrisie de vous mépriser en public et de me tourner vers vous en privé quand ça m'arrangeait. Le samedi s'est levé clair, avec cette lumière dorée du printemps du Midwest qui fait ressembler Chicago à une carte postale. Pendant le petit déjeuner, Adam m'a posé des questions sur le gala. Quel genre de personne y serait? Si je connaissais personnellement le donateur anonyme de la fondation. J'ai répondu avec des informations générales, cachant soigneusement les détails qui transformeraient la soirée en une révélation dévastatrice. Je te demande juste de garder l'esprit ouvert, les jeux prévenus. Certaines choses que tu découvriras ce soir pourraient te surprendre. En milieu d'après-midi, nous avons commencé à nous préparer pour le gala. Adam s'est habillé d'un élégant costume sombre, d'une chemise blanche impeccable, d'une cravate sobre. J'ai choisi mon meilleur costume, le même que j'avais porté pour mon mariage avec Linda 30 ans plus tôt. Avant de partir pour l'opéra civique, je suis passé à l'atelier pour prendre une enveloppe que j'avais préparée les semaines précédentes. Elle contenait des documents liés à l'héritage d'Arthur, des photographies des propriétés du Massachusetts, des relevés financiers et une lettre personnelle à Adam expliquant les raisons de mon silence. Le moment final de la vérité était arrivé, et j'étais préparé à toutes ses conséquences. Le gala deviendrait la scène parfaite pour achever l'éducation sentimentale de mon fils, lui démontrant de manière irréversible la vraie valeur du nom qu'il avait choisi de mépriser. L'opéra civique scintillait sous les lumières de la nuit lorsque nous sommes arrivés en taxi à 20h. La façade néoclassique était éclairée par des projecteurs spéciaux pour l'occasion, et un tapis rouge s'étendait de l'entrée principale au trottoir, où des photographes de divers médias capturaient l'arrivée des invités de marque. Adam observait la scène avec une expression fascinée, clairement impressionné par l'ampleur de l'événement. Je n'imaginais pas qu'une fondation caritative pouvait organiser quelque chose d'aussi élégant, a-t-il commenté en sortant de la voiture. Le donateur anonyme a dû investir une fortune considérable dans ce gala. Une hôtesse nous a demandé nos invitations à l'entrée. J'ai présenté les 2 laissez-passer que j'avais spécialement demandés, imprimés sur du papier de haute qualité avec l'emblème de la fondation en relief doré. Monsieur Miller, a lu l'hôtesse en vérifiant sa liste, vous avez une table réservée dans la section VIP. Veuillez suivre le placeur. Adam m'a regardé avec une surprise renouvelée. Table VIP, papa? Je ne savais pas que tu avais des contacts aussi influents dans ces cercles. J'ai vaguement expliqué que les organisateurs avaient apprécié ma contribution en tant que représentant de la communauté artisanale de Chicago. L'intérieur du théâtre avait été transformé pour l'occasion. Les sièges du parterre avaient été reconfigurés avec des tables rondes élégamment décorées, chacune pouvant accueillir 8 personnes. Les loges latérales abritaient des personnalités politiques et des chefs d'entreprise éminents, tandis que la scène principale présentait un grand écran projetant des images des bénéficiaires de la fondation. Notre table était située au premier rang, avec une vue directe sur la scène. La fondation Linda Scott Miller représente le meilleur de la solidarité de Chicago, a-t-il déclaré sous des applaudissements enthousiastes. Patricia Morgan lui a succédé en tant que présidente de la fondation. Elle a présenté un rapport détaillé sur les activités menées au cours de la première année de fonctionnement. Les chiffres étaient impressionnants, 53 bourses universitaires accordées, 26 prêts sans intérêt pour des ateliers familiaux, 34 subventions médicales fournies, plus de 200 familles directement bénéficiaires. Tout cela a été possible grâce à la vision et à la générosité d'une personne qui préfère rester anonyme, a expliqué Patricia. Mais ce soir, il a exceptionnellement accepté de révéler son identité pour rendre un hommage public à la mémoire de Linda Scott Miller. Le moment culminant était arrivé. Patricia m'a invité sur scène d'un geste discret que seul moi ai perçu de ma place. Je me suis levé lentement, sentant le regard confus d'Adam et l'attention croissante des invités, qui se demandaient qui était cet homme âgé se dirigeant vers le podium principal. Mesdames et messieurs, a annoncé Patricia au micro, j'ai l'honneur de vous présenter le bienfaiteur de la fondation Linda Scott Miller, Monsieur Robert Miller.
Le silence qui a suivi a été absolu. De la scène, je pouvais voir le visage d'Adam, qui était devenu complètement pâle alors qu'il comprenait les implications de ce dont il était témoin. J'ai pris le micro avec des mains qui tremblaient légèrement, mais avec une voix qui est sortie ferme et claire. Bonsoir. Il y a un an, j'ai perdu la femme la plus importante de ma vie, Linda Scott Miller, dont cette fondation porte le nom. Quelques mois plus tard, j'ai reçu un héritage inattendu de mon grand-oncle, Arthur Miller, un homme d'affaires du Massachusetts qui a bâti une fortune considérable au cours de 4 décennies de travail honnête. J'ai fait une pause délibérée, permettant à Adam de traiter l'information qu'il recevait. Cet héritage s'élevait à 10,4 millions d'euros. Le murmure de surprise qui a parcouru le théâtre était audible même de la scène. J'ai continué. J'ai décidé d'allouer une partie importante de ces ressources à aider des familles comme la mienne, des travailleurs manuels qui construisent cette ville avec un effort quotidien. Mon regard s'est porté directement sur Adam, qui restait immobile sur sa chaise. Son expression était un mélange d'étonnement, de compréhension douloureuse et de quelque chose qui ressemblait à une profonde honte. Le nom Miller, ai-je poursuivi, a été une source de fierté pour ma famille pendant des générations. Mon grand-oncle Arthur a immigré dans le Massachusetts quand il était très jeune. Il a travaillé comme maçon, a économisé chaque centime, a investi judicieusement et a bâti un respectable empire immobilier. Il n'a jamais eu honte de ses humbles origines. Il les a transformées en force commerciale. La révélation finale est venue avec une précision chirurgicale. Malheureusement, tous les membres de ma famille n'ont pas correctement valorisé ce que signifie porter ce nom. Il y a 10 mois, lors d'une fête de famille, j'ai entendu mon fils unique déclarer publiquement qu'il avait toujours détesté s'appeler Miller, qu'il avait honte de notre origine. Le silence dans le théâtre était assourdissant. Cette nuit-là, j'ai décidé que quiconque rejette un nom de famille ne mérite pas de bénéficier de la fortune que ce nom a générée. Adam avait enfoui sa tête dans ses mains, et ses épaules tremblaient de manière presque imperceptible. C'est pourquoi j'ai créé cette fondation, ai-je continué, pour démontrer que le nom Miller peut générer une reconnaissance sociale, un impact communautaire et un respect public. Pour enseigner que la valeur d'un nom ne se mesure pas à l'argent qui l'accompagne, mais à l'intégrité de ceux qui le portent. J'ai conclu par des mots adressés directement à mon fils. Un nom de famille est une responsabilité, pas un fardeau. Il représente ceux qui sont venus avant et engage ceux qui viendront après. Si quelqu'un le considère comme un poids mort, il doit être prêt à vivre sans les avantages que ce poids a générés au cours de décennies de travail familial. Les applaudissements qui ont suivi ont été longs et émouvants, mais je ne regardais qu'Adam, qui a finalement levé le regard vers la scène, des larmes coulant sur ses joues. Je suis descendu de la scène au milieu des félicitations des organisateurs et des invités, mais mon attention était entièrement tournée vers le retour à la table. Adam s'était levé et attendait près de sa chaise avec une expression qui mêlait dévastation émotionnelle, compréhension tardive et quelque chose qui pouvait être interprété comme une admiration douloureuse. Quand je suis arrivé à ses côtés, il n'a rien dit. Il m'a juste serré dans ses bras avec une force désespérée et a murmuré à mon oreille, « Papa, pardonne-moi. J'ai été un parfait idiot. » Le gala s'est poursuivi avec la remise de prix et les témoignages des bénéficiaires, mais nous sommes restés en silence, traitant les implications de la révélation qui venait de transformer à jamais notre relation familiale. Adam avait découvert que le nom qu'il méprisait avait financé l'institution qu'il admirait, que son père charpentier était millionnaire par héritage. La leçon était complète, mais ses conséquences ne faisaient que commencer à se déployer. 1 an et demi après ce gala qui a changé nos vies, j'écris ces lignes depuis la terrasse de mon nouvel appartement au centre-ville de Chicago. La vue s'étend sur les toits de la ville, s'estompant dans l'horizon doré du coucher de soleil du Midwest. La fondation Linda Scott Miller est devenue une institution reconnue au niveau national, avec des succursales dans 3 États et plus de 400 familles bénéficiaires. Adam est retourné définitivement à Chicago 6 mois après la révélation au théâtre. Le processus n'a pas été immédiat. Il a nécessité des négociations de travail compliquées, des obstacles bureaucratiques pour transférer son poste, et surtout, un profond exercice d'humilité pour reconstruire les relations qu'il avait endommagées. Le cabinet de New York a accepté de le transférer à leur bureau de Chicago avec une réduction de salaire de 30%, une condition qu'il a acceptée sans protester. Je préfère gagner moins d'argent en étant authentique que de maintenir un salaire élevé en jouant un faux personnage, m'a-t-il dit lors d'une de nos conversations de réconciliation. Notre véritable réunion de famille a commencé progressivement, en construisant la confiance sur des bases plus solides que celles qui avaient existé pendant sa jeunesse. Adam a insisté pour travailler les week-ends à l'atelier,
apprenant les techniques de menuiserie qu'il avait dédaignées pendant son adolescence. Je veux vraiment comprendre ce que signifie le travail manuel, expliquait-il, ponçant patiemment une surface inégale. Pendant des années, j'ai pensé que c'était inférieur à mon travail de bureau. Maintenant, je vois que cela demande une compétence, une patience et une précision que je ne possède pas. Le voir se concentrer sur le bois, répétant des gestes que j'avais maîtrisés pendant des décennies, me remplissait d'une satisfaction paternelle renouvelée. Chloé s'est adaptée au changement avec un enthousiasme sincère. Le retour à Chicago lui a redonné la paix qu'elle avait perdue à New York, où elle s'était sentie constamment jugée par des normes sociales superficielles qu'elle ne partageait pas. Je peux enfin être moi-même sans craindre que cela ne nuise à la carrière d'Adam, m'a-t-elle avoué lors d'un dîner de famille. Elle a trouvé un travail dans une fondation culturelle locale, un travail qui lui apportait plus de satisfaction personnelle que ses précédents rôles dans le conseil en marketing. J'ai pris la décision la plus importante à l'automne 2025. Après des mois d'observation de la transformation authentique d'Adam, j'ai décidé de l'intégrer progressivement à la gestion de l'héritage familial, non pas comme un cadeau immérité, mais comme une reconnaissance de sa croissance personnelle et de son engagement démontré envers les valeurs qui avaient bâti la fortune d'Arthur. Il a commencé par faire du bénévolat à la fondation, apprenant à connaître les cas individuels, participant aux évaluations des demandes, comprenant de l'intérieur l'impact social de la richesse qu'il avait autrefois méprisée. Son expertise financière s'est avérée précieuse pour optimiser les investissements qui soutenaient les activités caritatives. « Papa, j'ai besoin de te demander quelque chose d'important », a-t-il dit un après-midi alors que nous examinions ensemble les comptes annuels de la Fondation. « Pourras-tu un jour me pardonner complètement pour ce que j'ai fait, ou y aura-t-il toujours une cicatrice entre nous ?» Sa question m'a ému par sa vulnérable honnêteté. « Adam, ai-je répondu, le pardon n'efface pas les blessures, mais il leur permet de guérir correctement. Ce qui compte, ce n'est pas d'oublier le passé, mais de construire un avenir où ces erreurs ont servi un but positif. » Au printemps, lorsque la Fondation a célébré son 2e anniversaire, Adam a prononcé un discours public qui m'a rempli de fierté paternelle. Il y a 2 ans. A-t-il déclaré aux médias, je croyais que le succès signifiait échapper à mes origines, nier l'histoire familiale qui m'avait façonné. J'ai appris de la manière la plus dure possible que le vrai succès signifie honorer d'où l'on vient tout en construisant vers où l'on va. Chloé et Adam ont annoncé en été qu'ils attendaient leur premier enfant. La nouvelle m'a profondément ému, non seulement à la perspective de devenir grand-père, mais parce qu'elle représentait la continuité familiale, reconstruite sur des valeurs solides. Nous voulons que notre fils grandisse en connaissant l'histoire complète de la famille Miller, m'ont-ils dit. Ils ont décidé de le nommer Arthur, en l'honneur du grand-oncle dont l'héritage avait transformé nos vies. L'atelier de menuiserie continue de fonctionner, bien que maintenant plus comme une passion personnelle qu'une nécessité financière. J'accepte toujours des commandes spéciales qui me motivent techniquement, mais j'ai refusé les travaux de routine qui ne me stimulent plus. Adam a exprimé son intérêt à apprendre le métier sérieusement, non pas comme un passe-temps, mais comme une compétence professionnelle complémentaire. Je veux que mon fils sache que son grand-père était capable de créer de la beauté avec ses mains en plus de gérer des millions d'euros, explique-t-il. L'héritage d'Arthur continue de croître grâce à des investissements prudents et une gestion professionnelle compétente. Une partie substantielle continue de financer la fondation, mais j'ai commencé à diversifier l'impact social en créant un fonds de bourse universitaire spécifiquement pour les enfants de charpentiers, plombiers, électriciens et autres métiers manuels. Pendant les après-midi tranquilles, je monte visiter la tombe de Linda au cimetière Saint-Ferdinand. Je lui raconte les nouvelles de la famille. Je décris l'évolution d'Adam. J'explique comment nous utilisons l'héritage d'Arthur à des fins qu'elle aurait complètement approuvées. Notre fils a appris sa leçon, je murmure au granit où reposent ses cendres. Ça a pris plus de temps que nous l'aurions souhaité, mais il a enfin compris ce que nous avons essayé de lui enseigner. Le nom Miller, porté avec fierté, hérité, non imposé. Il grandira en entendant des histoires sur son arrière-grand-père Arthur, qui a immigré les poches vides et a bâti un empire, sur sa grand-mère Linda, qui a maintenu la famille unie avec un amour inconditionnel. Sur son grand-père Robert, qui a transformé un héritage inattendu en espoir social, et sur son père Adam, qui a commis de graves erreurs, mais a eu le courage de les reconnaître et de les corriger. Cette histoire a commencé par une humiliation publique et s'est terminée par une réconciliation privée. Mais sa vraie valeur réside dans les leçons intermédiaires. J'ai appris que l'amour paternel le plus profond n'est pas toujours le plus permissif, que certaines leçons nécessitent du temps et de la distance pour être efficaces, qu'une éducation patiente peut générer des transformations plus durables que des confrontations immédiates.
Adam a appris qu'échapper à ses origines familiales est impossible et contre-productif, que l'authenticité personnelle est plus précieuse que l'approbation sociale artificielle, que les noms de famille chargés d'histoire sont des privilèges à honorer, pas des fardeaux à abandonner. Quand je tiens le carnet à couverture verte où j'ai documenté chaque étape de cette crise, je ressens une profonde satisfaction d'avoir maintenu la fermeté nécessaire sans perdre la compassion essentielle. Les pages racontent l'histoire d'un père qui a choisi d'enseigner au lieu de punir, qui a utilisé des ressources inattendues pour créer des leçons mémorables, qui a transformé un héritage matériel en une éducation sentimentale. Le nom Miller se poursuivra pour les générations futures, porté par des descendants qui connaîtront son histoire complète, les gloires et les hontes, les triomphes et les erreurs, les héritages reçus et les responsabilités assumées. Linda serait fière de ce résultat, et Arthur aurait approuvé l'usage que nous avons fait de sa fortune. Nous, les Miller, avons enfin appris à honorer notre nom. Si vous avez aimé cette histoire, mettez un like à la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez vos réflexions dans les commentaires.